Après la perte soudaine de son épouse, un père voit ses filles jumelles plongées dans un profond silence. Des mois de traitements intensifs échouent face à un vide que personne ne parvient à atteindre. Jusqu'à ce qu'une femme oubliée du système rallume, avec douceur, l'étincelle de la guérison. Avant de commencer, rejoignez notre famille sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un pouce bleu, ça aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vol de retour de Lyon a atterri à Paris Charles de Gaulle à 20h20. Richard Dubois a raccroché son téléphone après avoir confirmé avec son chauffeur privé qu'il était déjà en route pour l'aéroport. 3 jours de réunions intenses avec les fournisseurs de son entreprise de construction avaient été productifs, mais il était impatient de rentrer chez lui. Anne, son épouse depuis 12 ans, lui manquait, ainsi que leurs jumelles, Sophie et Hélène, qui allaient donc fêter leurs 7 ans le mois suivant. Alors qu'il attendait ses bagages, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô, monsieur Richard Dubois ? Oui, qui est à l'appareil ? C'est l'hôpital américain de Paris, à Neuilly. Monsieur, vous devez venir ici immédiatement. C'est au sujet de votre épouse, Anne Dubois. » Le monde sembla s'arrêter. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que s'est-il passé? Elle va bien? Monsieur, je préférerais que nous en parlions en personne. Venez aussi vite que possible. Le ton grave de la voix à l'autre bout du fil disait tout. Richard laissa tomber sa valise et courut hors du terminal, le cœur battant à tout rompre. Sur le chemin de l'hôpital, il appela la nounou des filles, mais personne ne répondit. Il essaya le portable d'Anne. Messagerie vocale. En arrivant à l'hôpital, il fut dirigé vers une salle privée où le médecin de garde l'attendait. Le docteur, un homme d'âge mûr à l'expression peinée, alla droit au but. « Monsieur Dubois, je suis sincèrement désolé de devoir vous annoncer cette nouvelle. Votre femme a subi un arrêt cardiaque soudain à la maison vers 17h. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais nous n'avons pas réussi à la réanimer. Elle n'a pas survécu. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Richard comme s'ils venaient de très loin. Anne, son âne, à 34 ans, toujours en bonne santé, toujours radieuse. Comment était-ce possible? « Mais docteur, elle allait bien, je lui ai parlé hier soir, tout était normal. » Parfois, ces choses arrivent sans prévenir, monsieur Dubois. Une arythmie sévère, un problème congénital qui ne s'était jamais manifesté. Nous menons l'enquête, mais l'important maintenant est que vous sachiez qu'elle n'a pas souffert. Richard quitta l'hôpital comme un fantôme. Le chauffeur, percevant la gravité de la situation, lui proposa de le ramener directement chez lui, à Neuilly-sur-Seine. Durant tout le trajet, Richard resta silencieux, essayant d'assimiler la réalité. Comment expliquerait-il à Sophie et Hélène que leur maman ne reviendrait plus jamais? La maison était étrangement silencieuse quand il arriva. Véronique, la nounou, ouvrit la porte, les yeux gonflés de larmes. « Monsieur Richard, quelle tragédie !» Je ne savais pas comment le dire aux petites. « Car sont-elles ?»« Dans le salon, monsieur, elles... » Véronique hésita, s'essuyant le nez avec un mouchoir. « Elles sont différentes depuis qu'elles ont appris. Elles n'ont plus dit un mot, ne veulent pas manger, ne bougent plus. » Richard entra dans le salon et sentit son cœur se briser. Sophie et Hélène étaient assises par terre, côte à côte, enlacées, le regard dans le vide. Elles portaient encore leurs uniformes d'école, mais ressemblaient à des poupées cassées. Papa est rentré, les filles. Aucune réaction. Pas même un clignement d'yeux. Richard s'agenouilla devant elles, essayant d'établir un contact visuel. « Mais chérie, papa est là. On va parler ?» Rien. C'était comme s'il n'existait pas. Véronique s'approcha en chuchotant. « Elles étaient comme ça quand je suis arrivé. C'est la voisine, Madame Marchand, qui a appelé les urgences. Elle a dit qu'elle avait trouvé les filles dans cet état quand les pompiers ont forcé la porte, comme si leur monde s'était arrêté. » Les jours suivants furent un brouillard de douleur et de désespoir. Les funérailles d'Anne eurent lieu un mercredi matin pluvieux. Richard décida de ne pas emmener les filles, qui restaient dans cet état quasi catatonique. Elles ne mangeaient pas correctement, ne parlaient pas, ne réagissaient à rien. Elles semblaient s'être déconnectées de la réalité. Inquiet, Richard chercha de l'aide médicale. Le pédiatre des filles, le docteur Chevalier, les examina minutieusement. « C'est un traumatisme psychologique sévère, Richard. Elles ont été témoins de quelque chose que leur esprit d'enfant ne peut pas traiter. Je vais vous orienter vers un spécialiste. »
C'est ainsi qu'il rencontra le docteur Fernand Aguilar, un psychiatre pour enfants de renom dont le cabinet se trouvait dans le 16e arrondissement. Un homme de 50 ans, aux cheveux grisonnants parfaitement coiffés, costume impeccable et porte imposant. Sa voix grave transmettait l'autorité lorsqu'il parla du cas. « Monsieur Dubois, ce que vos filles traversent est un tableau complexe de traumatisme dissociatif. Elles se sont déconnectées de la réalité comme mécanisme de protection. C'est un cas grave qui exigera une intervention spécialisée et intensive. Docteur, vont-elles s'en remettre? Avec le traitement approprié, oui, mais ce sera un processus long et coûteux. Nous aurons besoin de séances quotidiennes, d'un suivi neurologique, de possibles médicaments et de thérapies expérimentales. Mon équipe est la plus avancée du pays dans ce type de cas. » Richard n'hésita pas. L'argent n'était pas un problème. Son entreprise de construction était en pleine croissance et il ferait n'importe quoi pour ses filles. En quelques jours, la maison se transforma. Le docteur Fernand installa une véritable structure clinique à l'étage supérieur. Des infirmières se relayaient, des moniteurs cardiaques furent installés, des équipements d'électroencéphalographie arrivèrent dans d'énormes boîtes. Sophie et Hélène étaient soumises à des examens quotidiens, à des séances de thérapie qui durèrent des heures, des électrodes collées sur leur petite tête. Il est nécessaire de surveiller leur activité cérébrale en permanence, expliquait le docteur Fernand. Nous cartographions les zones affectées par le traumatisme pour cibler le traitement. Mais aussi sophistiqué que soit l'appareil médical, les filles restèrent les mêmes, silencieuses, distantes, comme si elles étaient piégées dans une bulle invisible. Elles ne mangeaient que lorsqu'on les forçait, ne jouaient pas, ne souriaient pas. Elles étaient comme deux statues de chair et d'os, qui ne bougeaient que lorsque c'était absolument nécessaire. Richard était épuisé. Entre le travail, qu'il ne pouvait abandonner complètement, et la routine médicale de ses filles, sa vie était devenue un chaos. Véronique faisait de son mieux, mais la maison nécessitait plus d'entretien. La vaisselle s'accumulait dans la cuisine, le linge s'empilait, le ménage était compromis. Ce fut Véronique qui fit la suggestion. « Monsieur Richard, vous avez besoin de plus d'aide ici. Je n'arrive pas à tout gérer et à m'occuper des filles en même temps. Et si nous engagions quelqu'un d'autre, juste pour le ménage et l'organisation générale ?» Richard accepta immédiatement. Véronique connaissait une agence de confiance et se chargerait de la sélection. Quelques jours plus tard, elle revint avec une recommandation. « J'ai trouvé une jeune femme très bien, monsieur Richard. Béatrice Martin, 28 ans. Elle a de l'expérience dans les maisons de famille et a vraiment besoin de ce travail. Elle a l'air sérieuse et dévouée. »« Très bien, Véronique. C'est vous qui vous y connaissez. Vous pouvez l'appeler. » Richard était tellement plongé dans sa propre douleur et son inquiétude pour ses filles qu'il prêta à peine attention aux détails. Il voulait juste que la maison fonctionne pour pouvoir se concentrer sur le rétablissement de Sophie et Hélène. Le lundi suivant, Béatrice Martin se présenta pour travailler. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval portant des vêtements discrets et propres. Elle avait quelque chose dans le regard, un mélange de détermination et de mélancolie que Richard remarqua rapidement, mais ne parvint pas à déchiffrer. « Bonjour, monsieur Dubois. Je suis Béatrice. Je suis venue pour aider avec la maison. Soyez la bienvenue. Véronique va tout vous expliquer. Je dois partir au bureau, mais pour quoi que ce soit, adressez-vous à elle. » Béatrice hocha la tête et suivit Véronique pour découvrir la maison. Lorsqu'elles passèrent devant le salon où Sophie et Hélène étaient assises par terre, entourées de jouets qu'elles ne touchaient pas, Béatrice s'arrêta un instant. Son regard se fixa sur les deux petites filles, si calmes, si absentes. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu auparavant, dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances. Elle savait ce que cela signifiait quand un enfant se fermait ainsi au monde. « Ces filles » murmura-t-elle à Véronique. « Les pauvres petites. Elles ont perdu leur mère il y a 3 mois. Elles suivent un traitement avec un médecin très important, mais elles ne s'améliorent pas du tout. Elles restent là toute la journée sans parler, sans jouer. Ça fend le cœur. » Béatrice ne dit rien, mais continua d'observer les filles pendant quelques secondes de plus. Il y avait quelque chose de familier dans cette scène, quelque chose qui réveillait une vieille douleur dans sa propre poitrine. Cette première semaine,
Elle accomplit ses tâches avec une efficacité silencieuse. Elle nettoyait, organisait, s'occupait du linge, préparait des repas simples. Mais chaque fois qu'elle passait par le salon où Sophie et Hélène passèrent leur journée, elle s'arrêtait un instant pour les observer. Les filles ne semblaient jamais remarquer sa présence, ni la sienne, ni celle de personne d'autre. Elles étaient perdues dans un endroit lointain où la douleur ne pouvait les atteindre, mais où la vie ne pouvait pas non plus entrer. Béatrice comprenait cet endroit. Elle y avait été elle-même, une fois. Béatrice Martin portait un poids invisible que personne autour d'elle ne pouvait voir. Durant les premiers jours dans la maison des Dubois, elle exécutait ses tâches mécaniquement, comme en pilote automatique. Mais chaque fois qu'elle passait par le salon où Sophie et Hélène restaient assises, quelque chose en elle remuait. Elle connaissait ce regard perdu, cette absence totale. Elle l'avait vu chez des dizaines d'enfants pendant les 5 années où elle avait travaillé comme infirmière pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, dans le 19e arrondissement de Paris. Des enfants qui avaient subi des traumatismes, des douleurs que leur petit cœur ne pouvait supporter. Et elle savait aussi que la plupart du temps, ce n'étaient pas les médicaments ou les équipements qui les ramenaient au monde. C'était l'affection, c'était la présence humaine. C'était quelqu'un qui les voyait non pas comme des patients, mais comme des personnes. Béatrice n'avait que 23 ans lorsqu'elle obtint son diplôme d'infirmière. Elle était passionnée par son métier, en particulier par les soins aux enfants. Elle avait un don naturel, un lien spécial avec les jeunes patients. Ils lui faisaient confiance, souriaient quand elle entrait dans leur chambre, se calmaient à sa voix douce. Tout a changé, un après-midi de mars, 2 ans plus tôt. La journée avait été chargée à l'hôpital. Double garde, beaucoup d'admissions, l'équipe surchargée. Béatrice s'occupait d'un garçon de 4 ans atteint d'une pneumonie grave, le petit Gabriel, quand elle reçut l'ordre du docteur Fernand Aguilar de lui administrer un médicament. Oui, le même docteur Fernand, qui traitait maintenant Sophie et Hélène. À l'époque, il était le chef de la pédiatrie à Robert Debré, un homme respecté, à la voix autoritaire et au tempérament difficile. Quand il donnait un ordre, personne ne le remettait en question. Infirmière Martin, administrez 10 mg de morphine à Gabriel. Le garçon a mal. Béatrice regarda la prescription et quelque chose clochait. 10 mg était une dose bien trop élevée pour un enfant de 4 ans. La dose correcte aurait été de 3 mg au maximum. Docteur, ne serait-il pas préférable de revoir la posologie pour un enfant de cet âge? Infirmière, c'est moi le médecin. Ici, faites ce que je vous dis. Béatrice hésita. Toute sa formation lui criait que c'était une erreur, mais le docteur Fernand la fixait avec ce regard intimidant qui n'acceptait aucune contestation. C'était sa première année à l'hôpital, elle était jeune, inexpérimentée. Qui était-elle pour remettre en question un médecin avec des décennies de carrière? Les mains tremblantes, elle prépara l'injection. 10 mg de morphine. Elle l'administra au petit Gabriel, qui la regarda avec ses yeux confiants, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'il sourirait. En 15 minutes, le garçon fit un arrêt respiratoire. L'équipe d'urgence lutta pendant 2 heures, mais ne parvint pas à le sauver. Gabriel mourut d'une surdose de morphine. L'enquête interne fut rapide et brutale. Le docteur Fernand affirma avoir prescrit 3 mg, pas 10. Il présenta une ordonnance modifiée comme preuve. Il déclara que l'infirmière Béatrice avait commis une erreur de lecture et administré une dose létale. Béatrice tenta de se défendre, mais c'était sa parole contre celle d'un médecin de renom. Il n'y avait pas de témoin. Les caméras de sécurité du couloir étaient en panne ce jour-là, comme par hasard. En 1 semaine, elle fut licenciée pour négligence grave. En 1 mois, sa licence d'infirmière lui fut retirée par l'ordre professionnel. En 3 mois, elle était sur la liste noire des hôpitaux de Paris. Personne ne l'engagerait plus pour travailler dans le secteur de la santé. La famille du petit Gabriel poursuivit l'hôpital en justice. Béatrice fut incluse dans le procès en tant que défenderesse. Elle dut vendre l'appartement qu'elle avait acheté à crédit, utiliser toutes ses économies pour les avocats. Finalement, bien qu'innocente, elle dut payer une indemnité qui la laissa endettée pendant des années. Sa vie s'effondra, la profession qu'elle aimait, perdue, sa réputation, détruite. Ses collègues, qui la respectaient autrefois, l'évitaient maintenant comme si elle était contagieuse. Certains amis disparurent, d'autres chuchotaient dans son dos. Béatrice tomba dans une profonde dépression.
Elle passa des mois enfermée chez elle, dans le petit studio qu'elle avait loué à Montreuil après avoir perdu son appartement. Elle ne dormait plus correctement, faisait des cauchemars avec Gabriel, avec ce regard confiant qu'il lui avait lancé la dernière fois qu'ils s'étaient vus. La guérison fut lente et douloureuse. Peu à peu, elle trouva des emplois sporadiques, comme femme de ménage, aide-soignante pour personnes âgées, employée de maison. Toujours avec de faux noms, dans ses références, toujours en cachant son passé. Elle apprit à être invisible, à ne pas se faire remarquer, à passer inaperçue. Mais la douleur ne disparut jamais complètement. Et la culpabilité, même en sachant qu'elle n'était pas responsable, continuait de la ronger de l'intérieur. C'est pourquoi, en voyant Sophie et Hélène dans cet état, elle sentit un pincement au cœur. Elle reconnaissait leur douleur car elle portait la sienne. Elle savait ce que c'était que de se déconnecter du monde quand il devenait impossible à supporter. À la fin de sa 2e semaine de travail chez les Dubois, un jeudi après-midi, Béatrice passait l'aspirateur dans le salon quand elle remarqua que le bruit de l'appareil dérangeait le docteur Fernand, qui tenait une séance avec les filles à l'étage. Elle éteignit l'aspirateur et resta là, immobile, à observer Sophie et Hélène assises par terre. Elle portait ses électrodes sur la tête, des fils connectés à une machine qui émettait des bips constants. Elle ressemblait à 2 petites poupées brisées. Sans même y penser, Béatrice se mit à fredonner tout bas une chanson que sa grand-mère lui chantait quand elle était enfant. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » C'était une mélodie simple, douce, qui l'avait toujours apaisée dans son enfance. Elle continua de fredonner tout en pliant quelques vêtements qui se trouvaient sur le canapé, essayant de ne pas attirer l'attention. Soudain, quelque chose la fit s'arrêter. Quand elle leva les yeux, elle vit Sophie qui la regardait droit dans les yeux. Ce n'était pas ce regard vide habituel, c'était un regard curieux, présent, vivant, comme si, pour la première fois depuis des mois, la fillette voyait vraiment quelqu'un. Béatrice resta paralysée, ne sachant que faire. Sophie continuait de la regarder, et maintenant Hélène avait aussi tourné la tête dans sa direction. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot », chuchota de nouveau Béatrice, presque sans voix. Hélène bougea un peu la tête, comme si elle essayait de mieux entendre. Béatrice sentit des larmes se former dans ses yeux, mais elle ne s'arrêta pas de chanter. C'était comme si une fenêtre s'était ouverte dans une pièce fermée depuis des mois. Quand elle termina la chanson, les 2 filles la regardaient encore. Elles ne dirent rien, ne sourirent pas, mais elles étaient là, présentes, vivantes. « Salut », murmura Béatrice, s'accroupissant lentement pour se mettre à leur hauteur. « Vous avez aimé la chanson ?» Sophie cligna lentement des yeux. Hélène remua légèrement les doigts. C'étaient des gestes minimes, presque imperceptibles, mais pour Béatrice, ce fut comme un feu d'artifice. Elle savait que quelque chose avait changé à ce moment-là. Les jours suivants, Béatrice commença à prêter plus d'attention aux filles. Chaque fois qu'elle passait par le salon et qu'elles étaient seules, elle fredonnait doucement la même chanson. Et elle remarquait toujours de petites réactions. Un regard qui s'attardait un peu plus, une respiration qui devenait plus calme, un mouvement presque imperceptible. Une semaine plus tard, alors qu'elle nettoyait la salle à manger, Béatrice remarqua que Sophie la suivait du regard pendant qu'elle se déplaçait dans la maison. C'était subtil, mais c'était en train de se produire. « Tu me vois, n'est-ce pas ?» murmura Béatrice en passant près d'elle. « Tu es là-dedans, attendant le bon moment pour sortir. » Sophie ne répondit pas, mais Béatrice était certaine qu'elle avait compris. Richard était tellement absorbé entre le travail et les réunions avec le docteur Fernand qu'il ne remarquait pas ces petits changements. Véronique, toujours occupée, avec les médicaments et les soins de base des filles, ne s'en apercevait pas non plus. Mais Béatrice voyait, et chaque jour qui passait, elle sentait que Sophie et Hélène revenaient peu à peu au monde. C'est un samedi matin que la première grande avancée eut lieu. Richard était parti tôt pour jouer au tennis au club, essayant d'évacuer le stress. Véronique était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Le docteur Fernand n'arriverait que l'après-midi pour la séance du week-end. Béatrice était dans le salon à ranger les magazines sur la table basse quand Sophie se leva lentement du sol où elle était assise depuis des heures. Béatrice fit semblant de ne pas prêter attention, mais elle observait tout du coin de l'œil. Sophie marcha lentement jusqu'à l'endroit où se trouvait Béatrice et s'arrêta à côté d'elle, observant simplement. « Salut, Sophie », dit doucement Béatrice sans arrêter ce qu'elle faisait.
Bonne journée à toi aussi. La fillette ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas. Après quelques minutes, Béatrice sentit quelque chose toucher son chemisier. C'était la petite main de Sophie, touchant délicatement le tissu de sa manche. Le cœur de Béatrice s'emballa, mais elle resta calme. « Tu veux m'aider à ranger les magazines ?» demanda-t-elle tout bas. Sophie ne répondit pas verbalement, mais quand Béatrice lui tendit un magazine, la fillette le prit. C'était le premier contact physique volontaire que Sophie avait eu avec une autre personne depuis la perte de sa mère. Hélène, voyant sa sœur bouger, se leva également et marcha lentement vers elle. Elle se plaça de l'autre côté de Béatrice, observant simplement. Elles restèrent ainsi près d'une heure, à ranger les magazines en silence. Béatrice fredonnait doucement de temps en temps, et les filles semblèrent se détendre au son de sa voix. Quand elles entendirent la voiture de Richard entrer dans le garage, Sophie et Hélène retournèrent rapidement à leur place habituelle, assises par terre comme si de rien n'était. Richard entra. Transpirant de sa partie de tennis, salua rapidement Béatrice et monta prendre une douche. Il ne remarqua rien de différent, mais pour Béatrice, tout avait changé. Elle savait que Sophie et Hélène commençaient à lui faire confiance, et plus important encore, elle commençait à vouloir revenir dans le monde des vivants. Ce soir-là, en rangeant la cuisine après le dîner, Béatrice réfléchit à ce qui se passait. Les filles réagissaient à quelque chose que les équipements médicaux et les séances du docteur Fernand ne pouvaient pas offrir. La connexion humaine, simple et authentique. Elle n'avait pas de formation en psychiatrie, ne comprenait rien aux traumatismes complexes ou aux thérapies expérimentales. Mais elle savait au fond de son cœur que Sophie et Hélène n'avaient pas besoin de plus de machines ou de médicaments. Elles avaient besoin de se sentir à nouveau en sécurité, à nouveau aimées, à nouveau vues comme des enfants et non comme des patientes. Et pour une raison qu'elles ne pouvaient pas expliquer complètement, elles commençaient à trouver cette sécurité en elles. Peut-être était-ce parce que Béatrice s'était aussi perdue une fois. Peut-être parce qu'elle comprenait ce que c'était que d'avoir le monde s'effondrer autour de soi et de devoir se cacher dans un endroit sûr à l'intérieur de soi-même. Ou peut-être était-ce simplement parce que, lorsqu'elle regardait Sophie et Hélène, elle ne voyait pas de symptômes ou de diagnostic. Elle voyait deux petites filles effrayées qui avaient besoin de savoir qu'il y avait encore de la bonté et de l'attention dans le monde, même après tant de douleurs. En finissant de ranger la vaisselle, Béatrice se fit une promesse silencieuse. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider ses enfants à retrouver le chemin de la maison, de la vie, de la joie que tout enfant méritait d'avoir. Elle ne savait pas encore que l'homme responsable de la tragédie de sa propre vie était le même qui traitait Sophie et Hélène. Cette découverte était encore à venir, et elle changerait tout. 3 semaines après le premier contact de Sophie avec Béatrice, les petits changements commencèrent à devenir plus évidents. C'était comme regarder des fleurs éclore au ralenti. Sophie fut la première à montrer des progrès plus nets. Elle commença à suivre Béatrice du regard dans la maison, tournait la tête quand elle entendait sa voix et restait parfois près d'elle pendant qu'elle faisait les tâches ménagères. Hélène, toujours plus timide, observait tout à distance, mais donnait aussi des signes qu'elle prêtait attention. Béatrice avait créé une routine spéciale. Chaque fois que le docteur Fernand n'était pas à la maison et que les filles étaient seules dans le salon, elle fredonnait des chansons douces en travaillant. Elle avait commencé avec « Au clair de la lune », mais avait ensuite ajouté d'autres chansons de son enfance, « Sur le pont d'Avignon », « Une souris verte », « Il était un petit navire ». Les filles semblaient reconnaître chaque mélodie et Béatrice remarquait comment elle se détendait quand elle chantait. Un mardi matin, alors que Véronique était sortie acheter des médicaments à la pharmacie et que Richard était en réunion au bureau, quelque chose de surprenant se produisit. Béatrice nettoyait le salon quand elle se mit à fredonner « Sur le pont d'Avignon ». Soudain, elle entendit une petite voix faible, presque un murmure « Ils dansent tous en rond ». C'était Hélène. Béatrice s'arrêta immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Hélène avait parlé. Pour la première fois en 4 mois, l'une des filles avait dit quelque chose. « Hélène », chuchota Béatrice, s'accroupissant lentement près d'elle. « Tu as chanté avec moi ?» Hélène la regarda avec ses grands yeux sombres, mais ne dit plus rien. Elle hocha simplement légèrement la tête. « Tu veux que je continue à chanter ?» Un autre hochement de tête,
presque imperceptible. Béatrice continua la chanson, et Hélène murmura quelques mots épars. Sophie, voyant sa sœur participer, commença aussi à remuer les lèvres, bien qu'aucun son n'en sorte. Quand Véronique revint de la pharmacie, elle les trouva toutes les trois assises par terre dans le salon, Béatrice fredonnant doucement, et les filles attentives comme elles ne l'avaient pas été depuis des mois. « Oh, quelle jolie scène !» dit Véronique en souriant. « Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vues aussi présentes. » Béatrice se contenta de sourire, mais à l'intérieur, elle était radieuse. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Les jours suivants, les progrès s'accélérèrent. Sophie recommença à hocher la tête quand quelqu'un lui parlait. Hélène chuchotait quelques mots de temps en temps. Toutes deux commencèrent à manger un peu mieux, surtout quand Béatrice était là à l'heure des repas. Un jeudi après-midi, Richard rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Il avait annulé une réunion, car il se sentait coupable de passer autant de temps dehors alors que ses filles avaient besoin de lui. En entrant dans le salon, préparé à trouver Sophie et Hélène dans leur état catatonique habituel, il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Des rires d'enfants venant de l'étage. Richard monta les marches 4 à 4, le cœur battant la chamade. Il suivit le son jusqu'à la chambre des filles et s'arrêta sur le seuil, n'en croyant pas ses yeux. Sophie et Hélène jouaient au docteur avec Béatrice. Elle lui avait mis un tablier improvisé avec une serviette et examinait ses mains avec des jouets en plastique. Elle riait, parlait à voix basse, semblait normale. Elle ressemblait aux filles qu'il connaissait avant la tragédie. Richard resta sur le pas de la porte, des larmes coulant sur son visage, incapable de bouger. C'était la première fois qu'il entendait ses filles rire depuis la perte d'Anne. La première fois qu'il les voyait jouer, interagir, être à nouveau des enfants. « Papa !» cria Sophie en le voyant. Elle courut vers lui et se jeta dans ses bras. Hélène suivit de près. Richard les serra dans ses bras comme s'il n'allait plus jamais les lâcher, pleurant d'émotion. « Mes filles !» répétait-il entre deux sanglots. « Mes filles sont revenues. » Béatrice se tenait dans un coin de la chambre, observant les retrouvailles avec un sourire ému. Elle tenta de sortir discrètement pour laisser la famille en privé, mais Richard l'appela. « Béatrice, attendez, s'il vous plaît. » Elle se retourna, un peu gênée. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Richard, tenant toujours ses filles dans ses bras. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais elles sont de retour. Monsieur Richard, j'ai juste chanté quelques chansons avec elles. On a joué un peu, rien de spécial. » « Rien de spécial ? Béatrice, vous avez réussi en quelques semaines ce que des mois de traitement n'ont pas réussi à faire. Vous avez ramené mes filles à la vie. » Ce soir-là, après que Sophie et Hélène se furent endormies, dans leur propre chambre pour la première fois depuis la tragédie, Richard appela le docteur Fernand pour partager la bonne nouvelle. « Docteur, vous n'allez pas le croire. Les filles parlent, jouent, rient. C'est un miracle. » De l'autre côté de la ligne, il y eut une longue pause. « Monsieur Dubois, c'est intéressant. Mais nous devons être prudents avec des changements aussi soudains. Parfois, ce qui semble être un progrès peut en fait être un mécanisme de défense encore plus complexe. »« Comment ça ? Docteur ? Je dois examiner les filles immédiatement. Et autre chose. Vous avez mentionné que l'employé de maison a été proche d'elle. Cela pourrait être problématique. »« Problématique ? Docteur, c'est justement après que Béatrice a commencé à interagir avec elle qu'il y a eu une amélioration. C'est exactement ce qui m'inquiète. Les enfants traumatisés peuvent développer des liens dysfonctionnels avec des figures qui représentent une fausse sécurité. Cela peut gravement interférer avec le traitement à long terme. » Richard resta silencieux, confus. « Docteur, je ne comprends pas. Elles vont clairement mieux. Monsieur Dubois, faites-moi confiance. J'ai des décennies d'expérience dans ce type de cas. Je viendrai demain matin pour une évaluation d'urgence, et je vous suggère de limiter le contact de cet employé avec les enfants jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a aucun risque. » Cette nuit-là, le docteur Fernand ne parvint pas à dormir. L'amélioration soudaine des filles Dubois le dérangeait profondément, mais pas pour les raisons qu'il avait expliquées à Richard. La vérité était que ce cas était extrêmement lucratif. Les traitements expérimentaux qu'il appliquait coûtaient des milliers d'euros par semaine. Il avait des équipements en location, une équipe d'infirmiers externalisés, des médicaments importés. De plus, il comptait utiliser le cas des jumelles
dans un article scientifique sur les traumatismes infantiles sévères qu'il était en train d'écrire. Si les filles se rétablissaient si rapidement, et par des méthodes simples n'impliquant ni technologie ni médication, tout son montage s'effondrerait. Pire encore, on remettrait en question la nécessité de toutes ces procédures coûteuses qu'il avait mises en place. Il devait reprendre le contrôle de la situation. Le lendemain matin, le docteur Fernand arriva chez les Dubois plus tôt que d'habitude, portant une épaisse mallette de documents. Il salua froidement Richard et demanda à examiner les filles en privé. Sophie et Hélène, qui prenaient leur petit déjeuner avec Béatrice en riant d'une histoire qu'elle racontait, devinrent visiblement tendues en voyant le médecin. L'atmosphère changea immédiatement. Après l'examen, le docteur Fernand appela Richard pour une conversation privée dans son bureau. « Monsieur Dubois, mes soupçons se confirment. Les filles présentent des signes de transfert émotionnel problématiques. Elles remplacent la figure maternelle perdue par l'employé de maison, ce qui peut créer une dépendance psychologique encore plus grave. Docteur, je ne comprends pas. Elles vont clairement mieux. Apparemment, oui. Mais c'est une amélioration artificielle basée sur une relation de dépendance. S'il arrive quelque chose à cette femme, ou si elle part soudainement, le traumatisme des filles pourrait se multiplier de façon exponentielle. » Richard secoua la tête confus. « Alors que suggérez-vous » Le docteur Fernand ouvrit la mallette qu'il avait apportée et en sortit quelques papiers. « Monsieur Dubois, je dois vous dire quelque chose au sujet de votre employée. J'ai fait une vérification de ses antécédents par sécurité, étant donné qu'elle est en contact étroit avec vos filles dans un état vulnérable. » Richard se redressa sur sa chaise. Béatrice Martin a déjà été infirmière diplômée. Elle a été licenciée de l'hôpital Robert Debré il y a 2 ans pour une négligence médicale qui a entraîné la mort d'un enfant. Une surdose de médicaments qu'elle a administrée incorrectement. Le monde de Richard sembla tourner. Quoi? Tout est documenté ici. Elle a perdu sa licence professionnelle, a été poursuivie par la famille de la victime. Un enfant de 4 ans est mort par sa faute. Richard prit les papiers avec des mains tremblantes. C'étaient des copies de procédures judiciaires, de rapports disciplinaires, d'articles de journaux. Tout semblait officiel, tout semblait réel. Docteur, ça ne peut pas être vrai. Elle est si attentionnée avec les filles, si douce. C'est exactement ce qui m'inquiète. Les personnes qui ont commis des erreurs graves avec des enfants essaient parfois de se racheter en créant des liens obsessionnels avec d'autres enfants. Cela peut être dangereux. Richard était sous le choc. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il pas vérifié ses références correctement? Que dois-je faire? Monsieur Dubois, en tant que médecin et en tant que personne qui se soucie sincèrement du bien-être de Sophie et Hélène, je vous recommande vivement de licencier cette employée, immédiatement. Chaque jour qu'elle reste ici pourrait compromettre la véritable guérison de vos filles. Richard resta silencieux pendant plusieurs minutes, regardant les documents dans sa main. Mais docteur, si je la renvoie, les filles pourraient régresser. Monsieur Dubois, faites confiance au processus scientifique. Faites confiance à la médecine. Nous allons reprendre le traitement adéquat et je vous garantis que vos filles se rétabliront de la bonne manière, de façon permanente, sans dépendance problématique. Quand Richard sortit du bureau, sa décision était prise. Il ne pouvait pas risquer la sécurité de ses filles. Si Béatrice avait vraiment causé la mort d'un enfant, comment pouvait-il lui faire confiance pour s'occuper de Sophie et Hélène? Il trouva Béatrice dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Véronique était dans le jardin en train d'étendre le linge et les filles jouaient dans le salon. « Béatrice, j'ai besoin de vous parler. » Elle se retourna, s'essuyant les mains sur son tablier. Quelque chose dans le ton de sa voix la mit en alerte. « Oui, monsieur Richard, est-il vrai que vous avez travaillé comme infirmière et que vous avez été licenciée pour une erreur qui a causé la mort d'un enfant ?» Béatrice sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son passé l'avait rattrapée. « Monsieur Richard, je peux vous expliquer. Est-ce vrai ou non? C'est vrai que j'étais infirmière, et c'est vrai qu'un enfant est mort. Mais ce n'était pas de ma faute. Je peux tout vous expliquer. Béatrice, comment avez-vous pu me cacher ça? Mes filles vulnérables, traumatisées, et vous avez caché que vous étiez impliqué dans la mort d'un enfant. Monsieur Richard, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Non, Béatrice, je vous ai fait confiance,
Mes filles vous ont fait confiance, et vous avez menti depuis le premier jour. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Béatrice. « Je n'ai pas menti, monsieur. Je n'ai rien dit parce que je savais que personne ne me donnerait une chance s'il savait. Mais je jure sur tout ce que j'ai de plus sacré. Je n'ai pas tué cet enfant. J'ai servi de bouc émissaire. Béatrice, je ne peux plus me fier à votre parole. Je dois penser à mes filles. » Richard prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces pour ce qu'il avait à dire. « Vous êtes licencié. Je veux que vous quittiez ma maison aujourd'hui même. » Béatrice eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pas pour la perte de son emploi. Elle en avait déjà perdu beaucoup. Mais pour Sophie et Hélène. Elles allaient mieux, elles revenaient à la vie. Et maintenant, Monsieur Richard, les filles, elles progressent tellement. Le docteur Fernand a dit que c'est une fausse amélioration, basée sur une dépendance problématique, que cela peut être dangereux pour elles à long terme. Béatrice comprit tout à ce moment-là. Docteur Fernand. Le même homme qui avait détruit sa vie était en train de la détruire à nouveau. Et pire, il se servait de Sophie et Hélène comme des pions dans son jeu. Mais Richard ne la croirait pas. Pas maintenant. Pas avec tous ces documents comme preuve contre elle. « Je peux leur dire au revoir ?» Richard hésita un instant, puis secoua la tête. Le docteur Fernand a dit qu'il valait mieux éviter les adieux traumatisants, que ça pourrait être pire pour elle. Béatrice hocha la tête, incapable de parler. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle sortait, elle entendit la voix de Sophie crier de l'étage « Tati Béa, viens jouer avec nous !» C'est ainsi qu'elles avaient commencé à l'appeler « Tati Béa ». Béatrice s'arrêta un instant sur le seuil, ferma les yeux avec force et sortit sans se retourner. Elle ne vit pas Richard essuyer une larme en réalisant qu'il était peut-être en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. La première nuit sans Béatrice fut un cauchemar. Sophie et Hélène la réclamèrent tout le reste de la journée. « Où est Tati Béa? Quand est-ce qu'elle revient? Pourquoi est-elle partie sans dire au revoir ?» Richard tenta d'expliquer qu'elle avait dû voyager, qu'un travail s'était présenté dans une autre ville, mais les filles n'acceptaient pas ces réponses vagues. À l'heure du coucher, elles refusèrent d'aller dans leur chambre. Elles restèrent assises dans l'escalier à attendre. « Tati Béa nous chantait toujours une chanson avant de dormir, » dit Sophie, les yeux pleins de larmes. « Elle n'est pas vraiment partie, papa. Elle est juste sortie acheter quelque chose. » Richard sentit son cœur se briser. Il dut porter les deux filles dans ses bras jusqu'à leur chambre, une par une, pendant qu'elles pleuraient en appelant Béatrice. Le lendemain matin, en descendant pour le petit déjeuner, il trouva Sophie et Hélène assises par terre dans le salon, dans la même position qu'il y a des mois, silencieuses, absentes, le regard dans le vide. « Les filles, on va prendre le petit déjeuner ?» Aucune réponse. C'était comme si elles étaient revenues à leur état antérieur, comme si tous les progrès des dernières semaines n'avaient été qu'un rêve. Véronique tenta de les égayer avec des jeux, mais elles ne réagissaient pas. Elle leur offrit leurs jouets préférés, mais elles ne les regardaient même pas. Elle essaya de chanter les chansons que Béatrice chantait, mais sa voix n'avait pas le même effet magique. Le deuxième jour sans Béatrice, Sophie et Hélène cessèrent de nouveau de manger. Le troisième jour, elles retournèrent au silence complet. Le quatrième jour, c'était comme si les derniers mois de progrès n'avaient jamais eu lieu. Richard était désespéré. Il appela le docteur Fernand dès le premier matin. « Docteur, les filles ont complètement régressé. Elles sont exactement comme avant. » Monsieur Dubois, c'était prévisible. C'est ce dont je vous avais prévenu concernant la dépendance problématique. Nous pouvons maintenant reprendre le traitement adéquat, sans interférence extérieure. Mais au fil des jours, et alors que les filles ne s'amélioraient pas, Richard commença à se demander s'il avait pris la bonne décision. Le docteur Fernand augmenta la fréquence des séances, introduisit de nouveaux médicaments, apporta des équipements encore plus sophistiqués. Mais rien ne fonctionnait. Une semaine après le départ de Béatrice, en rangeant des papiers dans son bureau, Richard trouva un dossier qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu auparavant. Il était glissé entre d'autres documents médicaux, presque cachés. À l'intérieur du dossier, il y avait un rapport avec l'entête de la docteure Martine Charpentier, psychiatre pour enfants de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le document était daté de 7 mois, 2 mois après le début du traitement des filles avec le docteur Fernand.
Richard commença à lire et sentit son sang se glacer. Évaluation psychiatrique. Patiente. Sophie et Hélène Dubois. Après analyse détaillée du tableau présenté par les patientes, je conclus qu'il s'agit d'un traumatisme psychologique aigu consécutif à une perte maternelle soudaine. Le tableau est réversible par une thérapie de soutien émotionnel, un environnement accueillant et la présence de figures de soins stables. Je ne recommande pas de traitements invasifs, de médicaments psychotropes ou de procédures expérimentales pour ce cas. Les patientes ont la capacité de se rétablir naturellement grâce à un lien affectif sécurisant et un suivi psychologique de soutien. Pronostic. Excellent avec une guérison attendue entre 3 et 6 mois grâce à des soins émotionnels appropriés. Je transmets ces conclusions au Dr Fernand Aguilar pour information et réévaluation du protocole de traitement. Dr Martine Charpentier, RPPS 89456. Richard lut le document 3 fois de suite, sans pouvoir totalement assimiler ce qu'il voyait. Ce rapport avait été fait il y a 7 mois. 7 mois. Et le docteur Fernand n'avait jamais mentionné son existence. Les mains tremblantes, Richard prit son téléphone et appela l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. « J'aimerais parler à la docteure Martine Charpentier, s'il vous plaît. Un instant, je vous transfère à son cabinet. » Quelques minutes plus tard, une voix féminine répondit. « Docteur Charpentier, bonjour. »« Docteur, ici Richard Dubois. Vous avez évalué mes filles jumelles il y a quelques mois. »« Ah, oui, Sophie et Hélène. Comment vont-elles ? » J'espère que le docteur Fernand a suivi mes recommandations. Richard sentit sa gorge se serrer. « Docteur, quelles recommandations exactement ? » « Eh bien, monsieur Dubois, comme je l'ai expliqué dans le rapport que j'ai envoyé, vos filles n'avaient pas besoin de traitement complexe. Leur traumatisme était aigu, mais avec un excellent potentiel de guérison grâce à des soins affectifs. J'ai recommandé de suspendre les procédures invasives et de se concentrer sur une thérapie de soutien émotionnel. Docteur, je n'ai jamais vu ce rapport. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. « Comment ça, jamais vu ? Je l'ai envoyé directement au docteur Fernand il y a plus de 6 mois, avec une copie pour vous. » Je n'ai jamais rien reçu. « Monsieur Dubois, c'est très grave. Ce rapport aurait complètement changé le traitement de vos filles. Qu'est-ce que le docteur Fernand leur a fait pendant tous ces mois ?» Richard expliqua tout l'appareil médical installé à la maison, les équipements, les médicaments, les procédures quotidiennes. « Mon Dieu !» murmura la docteure. « Monsieur Dubois, tout cela était complètement inutile et potentiellement nuisible. Vos filles auraient pu se rétablir naturellement il y a des mois. » Richard raccrocha le téléphone avec le sentiment que le monde s'effondrait à nouveau. Le docteur Fernand avait délibérément caché un rapport médical qui aurait pu tout changer. Ses filles avaient subi des mois de traitement inutiles. Pourquoi ? Le même après-midi, il engagea un détective privé. Il voulait tout savoir sur le docteur Fernand Aguilar, sa carrière, sa conduite professionnelle, ses autres patients. Ce qu'il découvrit en une semaine d'enquête fut choquant. Le détective, un ancien policier nommé Robert Leroy, lui remit un rapport détaillé sur le médecin. Il avait parlé à d'anciens employés des hôpitaux où Fernand avait travaillé, examiné des procédures éthiques, analysé les schémas de ses traitements. « Monsieur Dubois, le docteur Fernand Aguilar a un historique préoccupant. Au cours des 5 dernières années, au moins 12 familles ont porté plainte contre lui pour des traitements inutiles ou excessivement chers. La plupart n'ont pas abouti car il a une très bonne équipe juridique et les dossiers sont techniquement complexes. » Quel genre de plainte ? Des diagnostics exagérés, des traitements expérimentaux non approuvés, des médicaments à des doses inappropriées, des procédures qui se prolongent bien au-delà du nécessaire. Toujours chez des patients de famille à fort pouvoir d'achat. Robert montra un dossier rempli de documents. Mais le pire cas que j'ai trouvé est celui d'une infirmière qui a travaillé avec lui à l'hôpital Robert Debré, une certaine Béatrice Martin. Richard sentit son estomac se nouer. Béatrice Martin ? Oui, selon les documents que j'ai pu obtenir, elle a tenté d'alerter sur une erreur de dosage que le docteur Fernand était en train de commettre sur un enfant. Au lieu de reconnaître son erreur, il a falsifié l'ordonnance et l'a accusée. L'infirmière a été licenciée, a perdu sa licence, a été poursuivie. Sa vie a été détruite pour protéger sa réputation. Richard était blême. « Vous en êtes certain ? Monsieur Dubois,
J'ai eu accès aux archives internes de l'hôpital grâce à un contact. Les ordonnances originales sont toujours là, dans les archives. On peut voir où elles ont été modifiées. Le docteur Fernand a changé 3 mg en 10 mg après la mort de l'enfant pour faire croire que l'infirmière avait administré une surdose. Mon Dieu! Et ce n'est pas tout. En parlant à d'autres personnes qui ont travaillé avec lui, j'ai découvert que cette Béatrice Martin était considérée comme l'une des meilleures infirmières pédiatriques de l'hôpital. Elle n'avait jamais commis d'erreur, était appréciée des enfants et des familles. Ça n'avait aucun sens qu'elle commette une erreur aussi élémentaire. Richard était en état de choc. Béatrice avait dit la vérité. Elle était innocente, et il l'avait renvoyée en se basant sur les mensonges du même homme qui avait détruit sa vie auparavant. Robert, j'ai besoin de toutes les preuves que vous pourrez trouver sur ce cas de l'infirmière. Documents originaux, témoins, tout. Je m'en occupe, monsieur. Mais puis-je demander pourquoi ce cas spécifique est important? Parce que cette infirmière, elle s'occupait de mes filles, et elles allaient mieux avec elle. Je l'ai renvoyée parce que j'ai cru aux mensonges du docteur Fernand. Cette nuit-là, Richard ne put dormir. Il monta plusieurs fois dans la chambre des filles pour les voir dormir. Sophie et Hélène semblaient si fragiles, si vulnérables, et il avait permis qu'elles soient soumises à des mois de traitements inutiles par l'avidité et l'ambition d'un homme sans scrupules. Pire encore, il avait renvoyé la seule personne qui les aidait vraiment. Le lendemain, Robert apporta plus de preuves, des documents du Conseil de l'Ordre des médecins montrant d'autres enquêtes contre Fernand, des rapports financiers indiquant qu'il touchait des commissions sur les équipements loués pour les traitements à domicile, des enregistrements d'appels téléphoniques où il donnait des instructions à des fournisseurs sur la manière de gonfler les coûts des procédures. Monsieur Dubois, le docteur Fernand Aguilar n'est pas seulement un médecin incompétent, c'est un criminel. Il utilise la vulnérabilité des familles dans des moments de désespoir pour s'enrichir. Robert, je veux que vous compiliez tout cela dans un dossier complet. Je veux chaque document, chaque preuve, chaque témoin. Je vais mettre fin à la carrière de cet homme. Et concernant l'infirmière Béatrice? Richard soupira profondément. Je dois la retrouver, je dois m'excuser, et je dois la ramener à mes filles. Le même après-midi, Richard confronta le docteur Fernand. Il ne dit rien de ses découvertes, se contenta de demander nonchalamment « Docteur, avez-vous connu une infirmière nommée Béatrice Martin à l'hôpital Robert Debré ?» Il vit le visage du médecin pâlir un instant avant qu'il ne se ressaisisse. « Vaguement. » Pourquoi? Rien d'important, simple curiosité. Mais cette réaction suffit à tout confirmer. Le docteur Fernand savait exactement qui était Béatrice et ce qu'il lui avait fait. Ce soir-là, Richard prit une décision. Il prit son téléphone et appela le meilleur cabinet d'avocats pénalistes de Paris. Il engagea une équipe de 5 avocats spécialisés dans les crimes contre la santé publique. Il engagea également des experts comptables pour analyser tous les paiements effectués au docteur Fernand et à son réseau de fournisseurs. Il voulait récupérer chaque centime avec intérêt et correction. Et il engagea 3 autres détectives privés pour compiler des preuves sur tous les autres patients que Fernand avait lésés. Le docteur Fernand Aguilar ne s'en doutait pas, mais sa vie était sur le point de s'effondrer complètement. Richard passa le reste de la nuit aux côtés de ses filles, qui dormaient d'un sommeil agité, murmurant Tatibéa dans leurs rêves. Le matin, il partirait à la recherche de Béatrice pour implorer son pardon. Mais avant cela, il devait s'assurer que l'homme responsable de tant de souffrances paierait pour chaque larme qu'il avait causée. Trouver Béatrice ne fut pas difficile. Elle travaillait comme femme de ménage dans une entreprise de nettoyage à Saint-Denis, prenait 3 bus chaque jour pour se rendre au travail et vivait dans un petit appartement loué en banlieue. Richard la retrouva grâce à l'agence où Véronique avait initialement trouvé ses coordonnées. La propriétaire de Blais, l'agence Madame Constance, une dame de 70 ans qui gérait l'entreprise familiale depuis des décennies, refusa d'abord de donner l'adresse. Monsieur Dubois, Béatrice est une jeune femme qui a beaucoup souffert. Je ne vais pas l'exposer si c'est pour lui causer plus de problèmes. Madame Constance, je dois lui demander pardon, et mes filles ont besoin d'elle. La vieille dame l'étudia d'un regard perçant pendant quelques minutes. Vous l'avez renvoyée à cause de cette histoire de l'hôpital, n'est-ce pas? Je savais qu'un jour ça arriverait. Ça arrive toujours. Vous connaissiez son histoire? Bien sûr que je la connaissais. Béatrice m'a tout raconté le premier jour où elle est venue chercher du travail.
Elle a pleuré devant moi, m'a montré les documents, expliqué comment on l'avait utilisé comme bouc émissaire, une injustice terrible. Alors pourquoi l'avez-vous recommandé pour travailler chez moi? Parce que je connais les gens, jeune homme, je connais les bonnes personnes et les mauvaises. Béatrice est une bonne personne, elle l'a toujours été. Ce qu'on lui a fait est une méchanceté sans nom. Madame Constance lui donna l'adresse, mais l'avertit, « Si vous blessez à nouveau cette jeune femme, vous aurez affaire à moi. » Richard se rendit à l'appartement de Béatrice un samedi après-midi. C'était un immeuble simple à Montreuil, aux murs écaillés et aux petites fenêtres. Il monta 3 étages pour trouver la porte avec le numéro qu'il cherchait. Quand Béatrice ouvrit la porte et le vit là, son visage devint blême. « Monsieur Richard ?»« Béatrice, je peux entrer? J'ai besoin de vous parler. » Elle hésita un instant, puis ouvrit la porte. L'appartement était minuscule, propre, avec des meubles simples et un petit autel avec des bougies allumées sur une étagère. « Béatrice, je suis venue vous demander pardon. » Elle le regarda, sans comprendre. « Pardon pourquoi? De ne pas vous avoir cru, de vous avoir renvoyé sans écouter votre version, d'avoir détruit votre chance de retravailler avec des enfants. » Richard raconta tout, la découverte du rapport caché de la docteure Martine, l'enquête sur le docteur Fernand, les preuves qu'elle avait été victime d'une injustice à l'hôpital. Béatrice écouta en silence, des larmes coulant sur son visage. « Je le savais, » murmura-t-elle quand il eut terminé. « J'ai toujours su qu'un jour la vérité éclaterait. Béatrice, mes filles, elles ont complètement régressé depuis votre départ. Elles sont comme avant, voire pire. Elles ont besoin de vous. Monsieur Richard, Béatrice, je vous en supplie, rentrez à la maison. Revenez pour elles. » Béatrice essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. Les filles, comment vont-elles? Perdues, vides. Elles appellent votre nom en dormant. Elles demandent après vous tous les jours. Elles ont recommencé à ne plus manger correctement, elles ne parlent pas, ne jouent pas. C'est comme si toute cette joie que vous aviez apportée n'avait été qu'un rêve. Béatrice ferma les yeux un instant. Et le docteur Fernand? Il paiera pour tout ce qu'il a fait, à vous, à mes filles, à toutes les autres familles. J'ai des avocats, des enquêteurs, des comptables qui travaillent sur le dossier. Il ira en prison, il perdra sa licence, il rendra chaque centime qu'il a volé. Richard prit les mains de Béatrice dans les siennes. Mais cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, ce sont Sophie et Hélène. Elles ont besoin de leur Tati Béa. Béatrice se remit à pleurer. Elle m'appelle Tati Béa. C'est comme ça qu'elles ont toujours parlé de vous. Où est Tati Béa? Est-ce que Tati Béa va revenir? Tati Béa a promis de nous chanter une chanson. Monsieur Richard, j'ai tellement peur de ne pas réussir à les aider à nouveau. Et si elles ne réagissent pas? Et si je ne sais pas quoi faire? Béatrice, vous saurez. Vous avez toujours su. C'est un don que vous avez. Richard fit une pause, sa voix étranglée par l'émotion. J'ai perdu ma femme. J'ai cru que j'allais perdre mes filles aussi. Vous me les avez ramenées. Vous avez sauvé ma famille. Béatrice regarda l'autel sur l'étagère où se trouvait une petite photo d'un enfant. « C'est Gabriel ?» demanda doucement Richard. « Oui, j'allume une bougie pour lui tous les jours. Et je lui demande pardon, même en sachant que ce n'était pas de ma faute. Béatrice, Gabriel n'est pas mort à cause de vous. Et Sophie et Hélène sont en vie grâce à vous. » Cet après-midi-là, Richard ramena Béatrice à la maison. Mais d'abord, ils firent un arrêt spécial. Ils achetèrent des ingrédients pour faire des biscuits, de la peinture, des graines pour planter des fleurs dans le jardin. Des choses simples, mais pleines de sens. Quand ils arrivèrent à la maison de Neuilly, Richard se gara à l'extérieur et appela Véronique. « Véronique, pouvez-vous amener les filles à la fenêtre du salon ?» Quelques minutes plus tard, Sophie et Hélène apparurent à la fenêtre. En voyant Béatrice descendre de la voiture, elles se mirent à crier et à frapper contre la vitre. « Tati Béa! Tati Béa! Papa a ramené Tati Béa !» Elles coururent vers la porte avant même que Béatrice n'arrive. Quand elle entra, elles se jetèrent dans ses bras en pleurant, en riant, en parlant toutes en même temps. « Tati Béa, tu es partie sans dire au revoir. On a attendu que tu reviennes. Papa a dit que tu avais voyagé, mais on savait que tu ne partirais pas pour de vrai. » Béatrice s'agenouilla sur le sol du salon, serrant les 2 filles dans ses bras, pleurant avec elles. « Vous m'avez tellement, tellement manqué.
Tu vas repartir, Tati Béa? Plus jamais, mes amours, plus jamais. Ce soir-là, la maison reprit vie. Sophie et Hélène dînèrent correctement pour la première fois en 2 semaines. Elles jouèrent, rirent, racontèrent à Béatrice tout ce qui s'était passé en son absence. À l'heure du coucher, elle chanta toutes les chansons qu'elles demandèrent, au clair de la lune, sur le pont d'Avignon, et même quelques nouvelles qu'elle avait apprises spécialement pour elle. Quand les filles s'endormirent enfin, Richard et Béatrice restèrent à discuter dans le salon. « Béatrice, je veux que vous sachiez que les choses vont être différentes maintenant. Vous ne serez plus une employée ici, vous ferez partie de la famille. Monsieur Richard, et je veux vous aider à laver votre nom. J'ai les meilleurs avocats de Paris qui travaillent sur le cas du docteur Fernand. Ils incluront votre dossier dans l'enquête. Vous récupérerez votre licence, si vous le souhaitez. » Béatrice resta silencieuse un long moment. « Monsieur Richard, j'ai beaucoup appris ces 2 dernières années. J'ai appris que je n'ai pas besoin d'un titre ou d'un diplôme pour m'occuper des enfants avec amour. Sophie et Hélène m'ont appris que ce qui guérit vraiment, ce ne sont pas les médicaments ou les équipements, c'est l'affection. Alors vous allez rester? Je vais rester, mais pas comme une employée, comme quelqu'un qui aime ses filles et qui veut les voir grandir heureuses. » 3 mois plus tard, le scandale impliquant le docteur Fernand Aguilar éclata dans la presse. Les enquêtes révélèrent un système de fraude qui durait depuis plus de 5 ans. Faux diagnostics, traitements inutiles, médicaments inappropriés, commissions illégales de fournisseurs. Le préjudice pour les familles dépassait les 2 millions d'euros. Le docteur Fernand fut arrêté lors d'une opération de la police nationale avec la participation des autorités de surveillance médicale de 3 régions. Son arrestation fut largement diffusée à la télévision avec des images de lui emmené menotté. Il fut condamné à 15 ans de prison pour escroquerie aggravée, exercice illégal de la médecine, falsification de documents médicaux et association de malfaiteurs. Sa licence médicale fut révoquée de manière permanente et il fut contraint de verser des indemnités de plusieurs millions d'euros aux familles lésées. Le cas de Béatrice fut réexaminé par l'Ordre national des infirmiers. Avec les nouvelles preuves présentées par les avocats de Richard, sa licence fut restaurée et elle reçut une indemnisation de l'hôpital pour licenciement abusif. Mais Béatrice décida de ne pas retourner travailler dans les hôpitaux. Avec le soutien de Richard, elle créa l'Institut Tati Béa, un centre de soutien pour les familles dont les enfants ont subi des traumatismes. Un lieu où la guérison passait par la musique, le jeu, l'affection et une attention sincère. Sophie et Hélène, maintenant âgées de 9 ans, devinrent les premières ambassadrices juniors de l'Institut. Elles aidèrent à accueillir d'autres enfants, leur apprenaient les chansons que Tati Béa leur avait chantées, partageaient leurs histoires de résilience. 2 ans après la création de l'Institut, lors d'une soirée de charité à l'hôtel Ritz Paris, Sophie monta sur scène pour s'adresser à un public de 400 personnes. « Je m'appelle Sophie, et voici ma sœur Hélène. Quand notre maman est allée au ciel, nous étions très tristes, et nous avons arrêté de parler, de jouer et de sourire. Les médecins ont essayé de nous aider avec des médicaments et des machines, mais rien ne fonctionnait. » La fillette fit une pause, regarda l'auditoire et continua. « Jusqu'au jour où une femme très spéciale est arrivée chez nous. Elle n'était qu'une femme de ménage, une personne que tout le monde croyait invisible. Mais elle nous a vus. Elle nous a chanté des chansons, a joué avec nous, nous a rappelé que le monde pouvait encore être beau. » Hélène rejoignit sa sœur sur scène. « Tati Béa nous a appris que guérir, ce n'est pas une question de médicaments ou d'équipements coûteux. C'est une question d'amour. C'est quand quelqu'un se soucie vraiment de vous. » Sophie conclut. « Une femme invisible nous a sauvés quand tous les spécialistes avaient échoué. Et aujourd'hui, à travers l'Institut Tati Béa, elle continue de sauver d'autres enfants chaque jour. » Le public se leva dans une ovation de 5 minutes. Au premier rang, Richard pleurait d'émotion. À ses côtés, Béatrice tenait la photo de Gabrielle qu'elle portait toujours dans son sac. « Tu as vu, Gabrielle ?» chuchota-t-elle à la photo. « Ta Tati Béa est redevenue une sauveuse d'enfants. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, Sophie demanda « Tati Béa, tu penses que maman serait fière de nous ?» Béatrice regarda les 2 filles, si grandes, si fortes, si pleines de vie. « Sophie, ma princesse, je suis sûre que ta maman vous regarde tous les jours depuis le ciel et qu'elle sourit.
Vous êtes les filles les plus courageuses et les plus affectueuses que je connaisse. Et toi, Tati Béa, tu es heureuse. » Béatrice regarda par la fenêtre de la voiture, voyant la ville de Paris illuminée défiler. Elle pensa au chemin qu'elle avait parcouru, de l'infirmière dévouée à la femme brisée, de l'employée invisible à la fondatrice d'un institut, qui changeait des vies. Mais surtout, elle pensa à Sophie et Hélène qui avaient transformé sa douleur en raison d'être, sa perte en gain, son désespoir en amour. « Je suis plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, » répondit-elle, enlaçant les deux filles sur la banquette arrière. Et tandis qu'ils traversaient la ville dans la nuit illuminée, toutes les trois chantèrent ensemble la chanson qui avait tout commencé. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » Dans la maison de Neuilly, où des années plus tôt avait régné le silence de la douleur, résonnaient désormais la musique, les rires et les histoires d'espoir. Le foyer qui avait un jour été brisé par la tragédie était devenu le symbole que le véritable amour trouve toujours un moyen de guérir. Et dans la chambre des filles, sur une petite étagère à côté des lits, se trouvait une photo. Sophie, Hélène et Béatrice enlacées, souriantes. Sous la photo, une petite plaque dorée portait l'inscription « La famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour que nous partageons. » Richard regardait cette photo tous les soirs avant de s'endormir, remerciant le destin d'avoir amené une femme invisible pour sauver sa famille visible. Parce que parfois, les personnes les plus importantes de nos vies arrivent quand on s'y attend le moins, venant des endroits les plus improbables, porteuses de dons qu'elles-mêmes ignorent posséder. Et parfois, sauver quelqu'un est la seule façon de se sauver soi-même. Chers auditeurs, l'histoire de Richard, Sophie, Hélène et Béatrice est terminée, mais nous espérons que l'émotion qu'elle a suscitée restera vivante dans vos cœurs. Un récit sur la façon dont le véritable amour peut naître de la douleur la plus profonde, sur la façon dont la justice tarde parfois mais arrive toujours, et sur la façon dont les personnes dont nous avons le plus besoin apparaissent précisément lorsque nous pensons que tout est perdu. Si cette histoire a touché votre âme, si vous avez été ému par le parcours de cette famille spéciale, laissez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires intenses et vraies comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent que même dans les tragédies les plus douloureuses, il y a toujours de la place pour la renaissance de l'espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de larmes, de résilience et d'amour. Nous vous attendons pour le prochain épisode, où une nouvelle histoire bouleversera vos émotions et vous fera croire encore plus à la force transformatrice des sentiments humains.